Attention, attention, la pandémie de Covid-19 n'est pas encore terminée. Le virus circule toujours. Des morts et des cas graves sont régulièrement enregistrés. Que faire pour ne pas contracter le virus? Il faut respecter les gestes barrières, c'est-à-dire porter systématiquement le masque en tout lieu public et dans toutes les situations à risque. Éviter les regroupements. Observer la distance de sécurité d'1 mètre au moins entre individus. Se laver fréquemment les mains à l'eau et au savon ou les désinfecter avec du gel hydroalcoolique. Nettoyer régulièrement les surfaces ou objets avec lesquels les mains peuvent être en contact, à savoir table, téléphone portable, poignée de porte, volant ou guidon lorsqu'on n'est pas seul à conduire les véhicules ou que les objets sont manipulés par plusieurs utilisateurs. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Tournée de sensibilisation à la paix, la première vice-présidente de l'Assemblée nationale s'adonne à l'exercice. Elle était dans le septentrion. Les détails dans ce journal. Le maire de Ouidah a également effectué une tournée de sensibilisation dans sa commune. Les jeunes chercheurs d'emploi ont été informés des opportunités que leur offre le gouvernement. Et puis, une nouvelle plateforme du secteur privé. Des mesures douanières existent désormais au Bénin. Il s'agit du guichet unique du commerce extérieur. Cette plateforme a été présentée au cours d'un atelier à Cotonou. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. La première vice-présidente de l'Assemblée nationale était en tournée dans le septentrion. Objectif, sensibiliser les populations à la paix en période électorale. Après les communes de Savet, Tchaourou et Parakou, Mariam Talata Chabizime s'est rendue à Basila et à Bante. Kanel Kakbo, Roland Tchanka. Rien ne vaut la paix et rien ne peut remplacer une vie perdue. Mariam Talata Chabizime, ambassadrice de la paix, le croit dur comme fer et pour passer son message des interlocuteurs de premier ordre. Un bref exposé et la cause est entendue. La messagère de la paix peut désormais aller à la rencontre du grand peuple sous l'onction du roi. Un peuple qui n'aspire qu'à une chose, oublier à jamais l'image d'un passé peu glorieux. La commune de Basila, longtemps connue pour sa culture de la paix et la tolérance, est devenue depuis peu une zone instable. J'en veux pour preuve des actes de violence électorale enregistrés en avril 2019 au cours des élections législatives. Il faut renforcer les efforts de cohésion pour la culture de la paix. Dans tous les pays du monde, les périodes électorales sont des périodes de conflit. Même les États-Unis d'Amérique tout récemment nous ont donné à voir que, à ce niveau-là, après tant d'expériences démocratiques, on peut ne pas s'entendre avant d'aller aux élections. Mais nous autres, au Bénin, nous avons coutume d'étonner les autres. Et c'est pour ça que nous considérons que les événements de 2019, dans l'histoire de notre démocratie, sont une exception qu'il ne faut pas reproduire. Il est hors de question que des adultes poussent d'autres, des adultes poussent des enfants à aller de maison en maison violenter les autres, à aller dans les bureaux de vote, déchiqueter les urnes, etc. Après Basila, c'est au tour de Bante de recevoir l'ambassadrice de la paix et sa délégation. Accueil empreint de symbolisme au palais du roi, réception à la maison des jeunes. Dans une ambiance bon enfant, l'ombre de la violence est exorcisée et la cité des pactes de terre scelle le pacte de paix à la grande satisfaction de l'ambassadrice de la paix, que rien ne semble arrêter. Le mouvement Néhémie prie pour la paix au Bénin. Ses membres souhaitent que l'élection présidentielle se déroule sans violence. Ghislain Poga et Simon Villon nous en disent plus. Le mouvement Néhémie des chrétiens en prière et en louange pour la paix au Bénin. Pour la prochaine élection présidentielle, le mouvement Néhémie souhaite pour le Bénin une période électorale pacifique, cordiale et sans violence. Si tout ce que vous voyez, ce que vous entendez, ne glorifie pas le nom de Dieu,
n'en a pas le nom de notre Seigneur Jésus, vous, par vos prières, vous allez ramener de l'ordre. S'agissant du nom du mouvement Néhémie, cet homme de Dieu dans la Bible, lorsqu'il a entendu la situation de son pays, il a transformé en prière. Comme Néhémie, nous devons nous lever par rapport à tout ce que nous allons voir, les transformer en prière. Et après, Néhémie ne s'est pas arrêté, il a agi. Le mouvement demande à ses membres, tous des chrétiens, d'être la lumière du monde pour que l'œuvre de construction et de développement du pays continue. Néhémie ne s'est pas contenté simplement de rebâtir les structures physiques de Jérusalem. Mais il a aussi édifié spirituellement le peuple à suivre la voie de la restauration de la nation. Notre pays, le Bénin, a également besoin d'un réarmement spirituel et moral pour que là où il y a des paroles de reine, nous puissions reprendre des paroles d'amour. Là où il y a des paroles blessantes, nous puissions reprendre des paroles qui édifient. Chrétien, lumière de la nation. Ce n'est pas une prière, c'est une réalité. C'est Dieu qui a parlé. Dieu a dit, vous êtes la lumière. Et de plus, il nous a même mis en garde contre la tentation de cacher notre lumière, de cacher notre identité. Oui, bien, nous ne sommes pas ici un parti politique, mais nous sommes une grande famille qui a reçu un mandat de Dieu, éclairer les gens. Montrer que l'obscurité, où se cachent les forces des ténèbres, peut être vaincue par toi, par la lumière que tu portes. Il est donc interdit à toi et à moi de cacher la lumière que Jésus-Christ a déposée en toi. Des communicateurs sont venus expliquer aux membres du mouvement Néhémie comment être la lumière et l'exemple pour les autres dans un futur proche. Prière et louange ont mis un terme à la séance. Dans sa quête d'une présidentielle sans violence, la présidente de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau est allée au contact des populations de la 5e circonscription électorale. Claudine Prudencio a rencontré ses militants à Ouida. Elle les a invités à la culture de la paix. Les précisions de Ricardo Loïc Pécou et de Daniel Ada. Les militantes et militants du parti Union démocratique pour un Bénin nouveau de la 5e circonscription électorale se réjouissent de voir leur leader. La présidente de l'UDBN, Claudine Afiavi Prudencio, est allée à leur rencontre pour échanger avec eux sur l'avenir du parti. Occasion pour les jeunes de soumettre leurs doléances au bureau du parti. Nos remerciements vont également à l'endroit du parti UDBN, qui a pu avoir toujours placé la jeunesse au cœur du développement et choisi pour permettre à la jeunesse de faire leur pas en politique afin que ces derniers ne jouent pas les seconds rôles comme ça se fait dans d'autres formations politiques. Madame la Présidente, la jeunesse vous demande humblement la meilleure formation entrepreneuriale et un meilleur suivi en politique, plus directive pour savoir quoi faire et quel moment le faire. Une meilleure formation entrepreneuriale afin de faciliter leur insertion socio-professionnelle, c'est le vœu de ces jeunes. Une doléance bien reçue par la seule femme chef de parti politique. L'Union démocratique pour un Bénin nouveau reste un parti ouvert à tous et promeut l'autonomisation des jeunes et des femmes. L'UDBN a survécu. L'UDBN a réussi là où les autres ont échoué. Nous devons féliciter l'UDBN, nous devons remercier Madame la Présidente. Nous allons adhérer à l'UDBN. La 5e circonscription électorale s'alignera derrière moi pour écouter ce soir ce que Madame la Présidente va dire. Il faut écouter attentivement. Elle a un message important à vous porter. Vous êtes en phase
avec les idéaux du parti UDBN, dont vous êtes la digne représentante, qui veut d'un Bénin nouveau, dénué de toute corruption, de la gabegie, des querelles insipides qui minent le développement de notre pays, le Bénin. Un Bénin nouveau où règne la paix et la concorde. C'est ce dont rêve Claudine Afiavi-Prudencio. La présidente de l'UDBN est ferme. Non à la violence. Je suis passée partout. Je suis passée au nord, à l'est, à l'ouest, etc. Et nous avons fini aujourd'hui la tournée ici dans la 5e circonscription électorale. Nous sommes venus à Ouida et nous avons regroupé les délégations de Ouida, Commencé, Tori, Tofo, etc. ici. Nous avons vu nos militants, les délégués envoyés. Et vous-même, vous avez vu l'enthousiasme qui était. Nous disons aussi non à la violence. Ceux qui prônent la violence, ils le feront, ils sont en train de le faire à leurs dépens parce qu'on va les sortir de notre pays. Dans notre pays ici, nous n'aimons pas voir le sang couler. Nous n'aimons pas non plus la violence parce que nous sommes nombreux par rapport à ceux-là qui prônent la violence. Donc nous allons les bouter tous dehors. On ne veut pas de ça dans notre pays. Les militants même savent que la violence entraîne la misère parce qu'on ne peut rien faire dans la violence, ni dans la division du tout. On ne peut rien faire dedans. Donc, tous les militants de l'UDBN sont des militants épris de paix. Nous leur avons bien inculqué cette pédagogie de paix et ils le savent. Donc, c'est la paix. C'est la paix. Nous prenons la paix. Inviter et travailler à la paix, c'est le credo du parti Union démocratique pour un Bénin nouveau. Et la présidente Claudine Afiavi-Prudencio entend rallier les militants et sympathisants de l'UDBN à ce noble objectif. On reste à Ouida où le maire sensibilise les jeunes. Ils sont désormais informés des opportunités qui leur sont offertes par le gouvernement. Ils sont également orientés dans leur démarche de recherche d'emploi. Gislain Poga et Edmond Ngbo pour les détails. Ouida recherche des stratégies pour vaincre le chômage des jeunes. Le maire de Ouida, depuis le 23 février 2021, est à la manœuvre. Arrondissement par arrondissement, Christian Wechenou rencontre les jeunes de la commune, accompagnés des cadres, chefs services et directeurs de plusieurs domaines d'activité et des responsables en charge de l'emploi. Je voudrais dire à tous les jeunes de Ouida qu'en matière d'emploi, la niche d'emploi, les opportunités d'emploi sont dans l'emploi indépendant. Ne formons plus des employés, on n'en a pas besoin. On a besoin d'employeurs. Ça veut dire que chaque jeune qui sort de l'université doit avoir l'état d'esprit que autant je peux travailler pour quelqu'un, mais je suis formé pour créer de l'emploi, pour créer une entreprise. Et s'il n'a pas cet état d'esprit, c'est que les universitaires ont échoué. Ouida, ville historique, bénéficie de grands projets pour être transformée définitivement en ville touristique. Le projet aménagement de la marina comporte de grands travaux. La construction du bateau de départ, du jardin de souvenirs, de l'arène Vaudon, de Zomanti, la rénovation de la porte du non-retour, la zone hôtelière et le lagon canal. Tous ces travaux consomment beaucoup de main-d'œuvre. Les jeunes de Ouida sont invités à se positionner. Se positionner aussi pour la création d'entreprises dans le tourisme et l'artisanat. L'Agence nationale pour l'emploi dispose de projets en matière de renforcement de capacités dans ces domaines. Le directeur de la NPE s'est engagé pour accompagner le mouvement. Le maire a annoncé l'installation d'assistants techniques à l'emploi dans tous les arrondissements pour conseiller les jeunes dans leur démarche. Pour résoudre le problème de la disparité d'informations, de la mise en contact des jeunes avec les structures de l'État, nous avions compris qu'il faut mettre en place un pont entre les jeunes désœuvrés, les jeunes qui sont en quête de subventions d'accompagnement et d'appui technique et les structures de l'État. Le domaine de l'agriculture a pris une bonne place dans les échanges. Les jeunes n'ont pas les informations. Il y a plusieurs programmes du ministère de l'Agriculture, le programme PADAM, le programme PADMA, le programme le PROCA et plein d'autres programmes qui mobilisent plusieurs centaines de milliards de francs CFA pour accompagner les jeunes
Malheureusement, les jeunes ne sont pas informés, les jeunes n'ont pas l'information, ils ne savent pas, ceux qui savent ne savent pas où aller, vers qui aller, et ils ne savent pas quels documents produire. Et donc, nous nous sommes dit que, en faisant ces séances, pour permettre aux différentes structures de l'État qui sont en charge de ces différents programmes, qui puissent permettre aux jeunes de comprendre, d'écouter et de savoir ce qu'il faut faire pour pouvoir bénéficier de ces subventions, ce serait un grand pas. Les jeunes ont exprimé leurs inquiétudes. Le maire a donné des éléments de réponse. Nous allons trouver la formule pour faire en sorte que le développement de WIDA que nous voulons prôner, que nous voulons réaliser, va pouvoir avoir son essor. Parce que ce sont les jeunes qui peuplent la commune de WIDA à majorité, puis qui pourront nous aider dans cette lourde tâche. Des opportunités de formation, d'emploi et de création d'entreprises pour les jeunes de la commune de WIDA. Pour se positionner, l'engouement des jeunes est grand. La question du chômage préoccupe toujours dans la recherche de solutions à ce problème. Différents acteurs se sont réunis, les réflexions se sont menées à Cotonou. Jean-Claude Dims, Louis Koudouba. C'est une rencontre tripartite qui s'intéresse à l'épineuse question de l'emploi des jeunes. Acteurs des universités, chefs d'entreprise et décideurs marquent une pause pour explorer ensemble les pistes de solutions à cette problématique qui n'est pas l'apanage du Bénin. Nous continuons de recevoir, de dénombrer des apprenants qui, au bout de 2-3 mois après leur choix, se rendent compte qu'ils ont fait un mauvais choix. Nous continuons de dénombrer des apprenants qui, dès leur sortie, reviennent s'asseoir à la maison et continuent de rechercher leur futur chemin. C'est ce malaise que nous voulons prendre en compte pour voir, selon les orientations du gouvernement, selon les réformes qui sont initiées dans le secteur de façon globale, pour rendre performant le secteur, comment nous allons nous associer pour donner une solution exacte à ce problème. Et ce problème n'est pas un problème spécifique au Bénin, c'est un problème global au niveau de la sous-région. Est-ce qu'il n'est pas possible de faire une pause pour certaines formations? De dire tout simplement, nous avons assez d'étudiants formés en ressources humaines. Nous avons assez d'étudiants formés en marketing communication. Il nous faut réfléchir pour savoir si l'autorité ne peut pas donner des pauses, ne peut pas prendre la pause dans certaines formations. Le ton de cette rencontre est ainsi donné et va porter sur le thème « Formation et employabilité au Bénin et dans la sous-région ». Une occasion d'échange pour permettre au gouvernement d'avoir des propositions concrètes afin d'aller au-delà du score actuel dans la création d'emplois, plus de 800 000 selon le ministre d'État, qui attire l'attention des participants sur certains points clés. Une question plus importante, qui est celle qui est posée aujourd'hui par la table ronde de ce matin, c'est où seront ces emplois-là demain? Dans quel domaine? L'agriculture, nous y travaillons avec le ministre de l'Agriculture déjà. Nous avons estimé que 30% de ces apprenants nouveaux viendront de l'agriculture. Mais quels autres secteurs? En Côte d'Ivoire, ils ont fait une étude récente qui montre que une proportion non négligeable de ces nouveaux apprenants trouveront du travail, non pas dans l'agriculture, mais dans le numérique. Mais quand vous parlez du numérique, vous parlez de quel domaine? Est-ce que c'est informatique? Quel autre sous-secteur? Évidemment, il faut le creuser, il faut parler aux patrons, aux chefs d'entreprise, il faut parler aux travailleurs eux-mêmes, il faut projeter l'économie et ses besoins. Il n'y a qu'à voir aujourd'hui la transformation induite par la COVID-19. Je voulais juste faire ces remarques-là pour montrer l'importance de la table ronde que nous animons et encourager aussi bien les organisateurs que nous avons rencontrés plusieurs fois déjà avec Madame la ministre, mais aussi
les apprenants qui en attendent beaucoup, les enseignants qui souhaitent une transformation et bien sûr les entrepreneurs qui souhaitent effectivement que demain, les apprenants qui viennent sur le marché soient un peu plus adaptés aux besoins de l'entreprise, aux besoins de toutes ces entreprises que nous souhaitons voir créer dans notre pays. Par visioconférence, le représentant résident du système des Nations Unies participe à cette table ronde qui, selon lui, va contribuer à l'atteinte des objectifs de développement durable dont l'échéance est dans moins de 10 ans. Parlons à présent du guichet unique du commerce extérieur. C'est le nom de la plateforme du secteur privé des mesures douanières au Bénin. Cette plateforme a été présentée au grand public au cours d'un atelier à Cotonou. Bruno Soali, Edmond Hongo. La douane béninoise à l'heure de la digitalisation. C'est une plateforme qui présente les nouvelles mesures contenues dans la loi de finances gestion 2021 et l'aperçu global des réformes mises en œuvre par le gouvernement béninois depuis 2016, qui est désormais mise à disposition. Les outils que nous mettons à votre disposition, notamment le guichet unique, qu'on en parle davantage puisque, dit-on, la répétition est pédagogique. L'ensemble de ces réformes a quand même permis de révéler notre pays, le Bénin, au niveau de l'UMOA, puisque nous avons été classés premiers et cette affirmation de l'UMOA a été confirmée par la CEDEAO en 2019 lorsque les chefs d'État de la zone CEDEAO ont estimé ou bien ont reconnu publiquement et solennellement que le Bénin est le champion en ce qui concerne la libre circulation des biens et des personnes. La nouvelle plateforme du guichet unique du commerce extérieur vient dématérialiser plusieurs services de l'administration douanière du port autonome de Cotonou. C'est une option du gouvernement de faire avancer toute l'administration par des outils de modernisation. Et je crois que ça a été vu juste, puisque nous vivons depuis quelques mois, sinon plus d'une année maintenant, cette pandémie grave de Covid-19. Et si, il y a quelques années, l'administration douanière ne s'était pas lancée dans la voie de la dématérialisation, Dieu seul sait quel état aurait notre administration aujourd'hui. Mais tels des prophètes, les responsables de la douane ont pu, depuis quelques années, mettre en place tout le programme de dématérialisation, aussi bien de l'alias de pré-dédouanement que de tout le processus de dédouanement aujourd'hui. Et c'est à votre actif, parce que si les réformes sont même initiées par la douane, elles sont éprouvées et mises en œuvre par vous. Cette plateforme concrétise désormais les réformes engagées au sein de la douane béninoise pour améliorer le climat des affaires au Bénin. Elle est d'ores et déjà accessible au site internet www.gus.gouv.bj. Engagé pour la réalisation de l'objectif de développement durable numéro 6 lié à l'eau et à l'assainissement, le groupement intercommunal du Mono lance avec ses partenaires le nouveau projet de gestion des boues de vidange. C'est un projet qui va durer 2 ans. Axel Dancy. Pour un financement global de 520 millions de francs CFA, le projet de gestion intercommunale des boues de vidange dans le Mono vient renforcer la vision du groupement intercommunal du Mono des 6 communes unies, celle de rendre propre, sain et vert le département. Il s'agit donc d'un projet pilote qui participe fortement à la protection de la santé des populations du Mono et à la protection de l'environnement et dont l'objectif global est de contribuer à assurer l'accès des populations du département du Moro à un service d'assainissement géré en toute sécurité et à un coût abordable au DD6 et participer aussi à la lutte contre la propagation de la COVID-19. Le nouvel engagement du groupement intercommunal du Mono est soutenu par l'ONG Initiative Développement et Département des Yvelines avec la présence remarquable de l'Agence française pour le développement, AFD. Depuis plus de 25 années, Initiative Développement participe au renforcement de l'autonomie d'acteurs dans un principe d'accompagnement pour qu'ils construisent et mettent en œuvre par eux-mêmes des réponses aux défis sociaux, environnementaux et économiques de leur territoire. Les communes du Mono montrent le chemin à prendre
en plaçant les questions d'assainissement au cœur des priorités. Le département des Yvelines a bien voulu accorder, comme le disait tout à l'heure le président, 125 000 € pour ce projet, soit environ 82 millions de francs CFA. Je souhaite donc que les bouts de vidange issus de cette activité puissent être encore des sources de revenus additionnels. Le projet Jibou pour le salut sanitaire de Atiémé, Bopa, Komé, Grand Popo, Hueogbe et Lokossa rime avec le programme d'action du gouvernement du Bénin, dont le représentant au niveau départemental lui donne officiellement vie à travers cette cérémonie de lancement. Je reste donc convaincu, mesdames et messieurs, que ce nouveau projet Jibou sera exécuté pour le plus grand bonheur de nos populations qui en ont vraiment besoin. Quant à l'autorité préfectorale que je représente, elle ne ménagera aucun effort pour soutenir les efforts de Jimono qui, dans leur ensemble, participent au développement de notre juridiction administrative. Inscrite dans la dynamique de l'atteinte des ODD 6, eau propre et assainissement, 11 villes et communautés durables, la phase pilote de 2 ans du projet Jibou meut déjà les populations du Mono pour un succès présagé jubilatoire. Littérature à présent, mon premier recueil, c'est le nom du premier ouvrage de Princia Donatella Mignona Diossou. Elle a juste 8 ans. La jeune écrivaine nourrit une grande passion pour l'écriture, ce qui l'a amené à mettre son ouvrage très tôt sur le marché. Découvrons-la avec Précieuse Akweronou et Ramatulawani. Mon livre est né. Elle n'a que 8 ans et déjà la poésie dans la peau. Née d'un père écrivain et d'une mère écrivaine, Princia Donatella Mignona Diossou vient elle aussi de faire son entrée dans le monde littéraire béninois. Mon livre est né dans une maternité littéraire parce que je voyais ma mère écrire tout le temps, même sur des bouts de papier. Je me suis dit que j'allais faire comme elle. Mon livre est né avec une paternité littéraire puisque je voyais aussi mon père lire tout le temps dans des livres sur son ordinateur. Mais moi, j'avais déjà écrit tous mes poèmes avant que mon père ne publie son ouvrage. Mon premier recueil, c'est le titre de cette œuvre littéraire qui comporte 21 poèmes. L'un d'entre eux s'intitule « L'enfant souriant », un poème dédié aux enfants. Ce qui est extraordinaire, ce sont les mots qu'elle emploie par rapport à l'enfant souriant. L'enfant souriant respire la santé. Et l'enfant souriant ne pleure pas sa santé. L'enfant, quand il pleure, offre-lui des fleurs de sourire, des fleurs de rire. L'enfant, c'est le sourire. Parfois, un enfant, je ne vais pas dire l'âge, nous adresse un sourire. On dit, oh, moi, je n'ai pas ton temps. On n'a pas les mêmes préoccupations. Et on s'en va. À défaut de lui rendre son sourire, ou bien de transformer ce sourire en rire, il faut simplement le lui restituer. Donatella tire son inspiration du vécu de son quotidien. Très attentive, elle se souvient encore de quelques anecdotes familiales qui ont réveillé le génie qui sommeillait en elle. Installée avec sa mère devant la télévision, où on parlait d'une plus jeune écrivaine âgée de 15 ans, Donatella donna son point de vue. Je serai la plus jeune écrivaine à l'âge de 8 ans. Vœu exaucé aujourd'hui par la grâce divine. Avec mon premier recueil, Donatella vient de sauter le pas. Le livre est disponible dans les librairies de la place et va intéresser à coup sûr les enfants qui désirent faire comme elle. Intéressons-nous au premier congrès de la collectivité Mori du Bénin et du Togo. L'événement a eu lieu à Funga dans le premier arrondissement de Djougou et a réuni sages notables, fils et filles de cette collectivité. Michael Nouati et Nokompati.
Ils viennent du Bénin et du Togo pour se remémorer leur culture. Les filles et fils de la collectivité Mori se retrouvent pour parler d'une même voix et participer tous ensemble au développement de leurs pratiques culturelles et cultuelles. Mais avant, les rois implorent la faveur des ancêtres. Démonstration de quelques pas de danse pour réaffirmer leur appartenance à cette collectivité. Je voudrais dédier cette journée historique à tous et ma reconnaissance totale comme un prix à chaque femme, chaque homme, chaque enfant de cette collectivité Mori qui de diverses façons, directement ou indirectement, a contribué à la tenue du présent congrès. Tous les Mori ici présents et ceux qui n'ont pas pu faire le déplacement de Funga méritent des éloges pour l'unité retrouvée. Il faudrait que cette unité-là nous accompagne véritablement pour que le développement de nos communes se fasse. Et le rassemblement de ce jour me prouve à merveille que nous sommes capables de nous donner la main. Je compte sur chacun d'entre nous que nous allons profiter de ces retrouvailles-là, puiser dans l'histoire pour bâtir notre commune. Avant de lancer les travaux de ce premier congrès, le représentant du préfet de la Donga invite les congressistes à s'engager véritablement avec abnégation et amour pour un développement harmonieux de leur culture. Le développement ne peut se construire dans la division. C'est pourquoi le préfet du département de la Donga salue l'union retrouvée des filles et fils Mori. Il espère que le développement de Funga contribuera à celui du développement de la Donga tout entier, que les travaux du Congrès aboutiront à des résolutions pertinentes. Cette rencontre fraternelle de la collectivité Mori a permis aussi de faire l'éloge des rois à travers leur panégyrique et de distinguer certains dignes fils qui se battent pour le rayonnement de cette culture. Hors du Bénin en France, le mouvement Génération Identitaire a été dissous. Le pays envisage également un retour à la normale malgré la crise due au coronavirus. Nous irons aussi aux Pays-Bas et au Vatican. Le récit de Précieux Aquarono. À Paris, en France, dans un contexte marqué par le coronavirus, le gouvernement espère un retour à une vie plus normale, peut-être dès la mi-avril, selon son porte-parole. À l'issue du Conseil des ministres ce mercredi, Gabriel Attal évoque des dispositifs et des protocoles qui pourraient permettre de rouvrir prudemment mais sûrement le pays dans les prochains temps. Écoutez. Vacciner les plus fragiles, je le redis, c'est protéger notre hôpital. Et protéger notre hôpital, c'est nous donner une chance de pouvoir desserrer le plus rapidement possible les contraintes qui pèsent sur nos vies quotidiennes et qui pèsent sur le pays depuis maintenant plusieurs mois. Il ne s'agit pas d'un horizon lointain et incertain. Il s'agit d'un horizon de plus en plus proche, peut-être, nous l'espérons, dès la mi-avril, auquel nous nous préparons. Toujours en France, en Conseil des ministres ce mercredi, Génération Identitaire a été dissous. Le ministre de l'Intérieur l'a annoncé dans un tweet en affirmant que cette association incite à la discrimination, à la haine et à la violence. Des militants de ce groupe d'extrême droite avaient manifesté à Paris le 20 février contre la procédure de dissolution engagée à son encontre. La procédure avait été lancée mi-février par le ministre avec l'envoi à l'association d'un argumentaire auquel GI avait jusqu'au 24 février pour répondre. Au Chili, à propos du coronavirus, l'une des nombreuses infirmières chargées de vacciner les Chiliens contre le Covid-19 déclare, je cite, « Il y a un grand effort d'équipe pour atteindre l'objectif que nous nous sommes fixés dès le début. » Le pays est en tête du peloton dans la campagne de vaccination en Amérique latine, avec au moins une dose donnée à 18% de sa population. Aux Pays-Bas, une explosion s'est produite sans faire de blessés à côté d'un centre de dépistage de Covid-19 où l'instauration d'un couvre-feu avait provoqué fin janvier de graves émeutes. Des fenêtres ont été détruites, mais il n'y a pas eu de blessés. La police continue d'enquêter. Le périmètre a été bouclé, a affirmé la police dans un communiqué.
La visite du pape François en Irak ne sera pas annulée. Le pape insiste sur le maintien de son voyage du 5 au 8 mars en Irak, alors qu'au moins 10 roquettes se sont abattues sur une base américaine dans l'ouest du pays, tuant une personne. Je me rendrai en Irak pour un pèlerinage, a déclaré le pape après sa traditionnelle audience du mercredi, en soulignant qu'il souhaitait rencontrer un peuple qui a tant souffert, rencontrer cette église martyre. Je vous demande d'accompagner par la prière ce voyage. Le peuple irakien nous attend. Il attendait Jean-Paul II, auquel il a été interdit d'y aller. On ne peut pas décevoir un peuple une seconde fois, a ajouté le pape argentin. Le pape François entend ainsi honorer la promesse du Polonais Jean-Paul II, qui renonçait en 1999 à se rendre en Irak après des négociations infructueuses avec l'ancien président Saddam Hussein. Béninoises, Béninois, la COVID-19 tue lorsque les cas positifs ne sont pas diagnostiqués à temps. Pour éviter d'en être victime, le dépistage précoce est la solution. Il est indispensable d'aller en consultation dès l'apparition du moindre symptôme. Pour rappel, les signes courants qui font penser à la COVID-19 peuvent être la fièvre, la perte du goût ou de l'odorat, l'éternuement, l'écoulement nasal, la toux, l'irritation de la gorge, les difficultés respiratoires, etc. Dès l'apparition de l'un quelconque de ces signes ou de plusieurs à la fois, rendez-vous immédiatement dans l'un des centres de dépistage ouverts sur toute l'étendue du territoire national ou dans un centre de santé ou appelez le numéro vert 136. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Ce sera tout, mesdames et messieurs, pour ce journal que je vous remercie d'avoir suivi.